la journée s'enchaîne aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de live et d'interviews. Alors, on m'a aussi interviewé du coup aujourd'hui sur pas mal de canaux, que ce soit sur YouTube, sur Zoom, mais aussi sur BeLive. Et là, ben, c'est à mon tour. Comme d'habitude, les mercredis. Non, on est jeudi. Ah ben non, en fait, c'est pas une habitude parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est quand même spécifique. Habituellement, le jeudi, on fait pas de live. Normalement, c'est le mardi, le mercredi et le dimanche. Mais là, quand même, c'est un invité exceptionnel parce que c'est quand même Christine Lewicki qui a écrit ce best-seller J'arrête de râler et qui est venue vers moi spontanément parce qu'elle fait partie de la même maison d'édition que Sophie Machaut, avec qui je m'entends très bien et que j'avais interviewé il n'y a pas longtemps aussi. On avait fait un live. Et donc voilà. Donc en attendant que vous arriviez et que vous me dites que le son est bon, que vous m'entendez bien, que l'image est bonne, je vais vous représenter un peu comme d'habitude avant que tout ça ne se termine. Le film C'est quoi le bonheur pour vous? Je vous rappelle qu'il est toujours en accès libre. Il est prévu que le 10 mai à minuit, il ne sera plus en accès libre. Il aura été gratuit pendant un peu plus de 2 mois, pendant la période de confinement. On est déjà à 760 000 personnes qui ont vu le film. Je vous ai fixé un objectif, c'est que si ce film atteint les 1 million de vues, eh bien, je le laisserai gratuitement à vie sur YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas à le transférer autour de vous. La suite du film, je vous rappelle que c'est L'école de la vie, une génération pour tout changer. Entre-temps, merci de me dire que si vous m'entendez bien en me laissant des petits messages, s'il vous plaît. L'école de la vie, c'est donc la suite du film C'est quoi le bonheur pour vous, qui est disponible sur le site éducationalternative.fr. Là, on a rencontré avec Emeline un peu plus de 120 professionnels autour de l'éducation. Et donc, du coup, on aborde le champ éducatif, l'éducation de manière un peu globale, en essayant de dresser un portrait de ce que pourrait être l'éducation idéale, en tout cas en France. Et donc, pour enchaîner en parlant d'éducation, bien évidemment, on est en train de préparer cette merveilleuse édition qui est le 4e congrès Innovation en éducation, qui se tiendra donc le 24 et le 25 octobre à Paris, dans l'espace Charenton. Donc on avance bien, la billetterie est en ligne, on l'a mis en ligne il y a quelques semaines maintenant, et puis on a envoyé un mail ce matin pour spécifier que la billetterie venait d'ouvrir. On fait 20% de réduction si vous prenez vos billets jusqu'au 31 mai. Je vous rappelle que c'est une salle qui est limitée à 1100 personnes, donc ne tardez pas trop à prendre vos billets parce que je sais que par expérience à Montpellier, la billetterie se remplit très vite. Alors, pour vous parler de Christine, Christine a écrit quand même plusieurs livres, alors dont Wake Up. Je vous avouerai que j'ai pas encore lu ces livres, mais évidemment j'en ai entendu parler forcément. Il y a aussi J'arrête de râler, l'intégrale, qui est le premier livre en réalité qu'elle a écrit. Il y a également J'arrête de râler sur mes enfants. Elle m'a dit d'ailleurs en aparté qu'il faudrait lui demander, enfin, il faudrait demander à ses enfants pour savoir si Christine arrête de râler sur ses enfants. Peut-être qu'on le saura. Et puis, J'arrête de râler au boulot. Donc, globalement, vous avez compris l'idée. L'idée, c'est d'arrêter de râler, quoi. C'est d'arrêter de se plaindre. Mais je pense qu'on va en savoir plus avec Christine. Je vais la faire apparaître d'ici quelques secondes. Alors, dans 3 secondes, tu vas apparaître. Voilà. Ça va, Christine? Voilà, bonjour, bonjour, on m'entend bien? Ça y est, j'ai bien ouvert mon micro, c'est bon. C'est parfait. Bienvenue parmi nous. Je rappelle que tu es à Los Angeles, donc il y a un petit décalage horaire, hein. Chez toi, il est 10 heures du matin, si je ne me trompe pas. Exactement, la journée commence. Ok. Je vais te laisser te présenter, Christine, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ne te connaissent pas, et le mieux pour te présenter, c'est toi. Donc, je te laisse te présenter. D'accord, merci. Donc voilà, je suis Christine Lewicki. Je suis en général connue comme étant l'auteure du best-seller J'arrête de râler, qui a été vendu à plus de 300 000 exemplaires, et donc de la série de livres que tu viens de présenter. Voilà. Et donc, je suis coach certifiée, conférencière, j'interviens un peu partout, beaucoup en France, en Europe et aussi aux États-Unis. Je vis en effet en Californie. Je suis mariée depuis 20 ans, mère de 3 jeunes filles. Voilà, je suis quelqu'un qui aime le yoga, le pilate, la course à pied, la randonnée, les festivals. À ma grande tristesse, Burning Man n'aura pas lieu cette année. J'avais prévu d'y aller. Donc voilà, je suis quelqu'un qui aime vraiment
vivre la vie que je choisis vraiment. Voilà, me créer la vie que j'ai vraiment choisie. Non pas une vie basée sur des fantasmes ou le fantasme d'être riche ou le fantasme de ceci, de cela, mais vraiment basée sur mes valeurs, sur ce qui est important pour moi dans l'instant présent. Voilà. Je ne sais pas si c'est un bon moyen de me présenter, mais voilà. Oui, c'est très bien parce que évidemment ça me fait rebondir. C'est chouette de se créer une vie sur mesure quand même, hein, parce que moi je me crée aussi ma vie sur mesure depuis que j'ai créé mon activité. Et peut-être que tu pourrais nous expliquer ton parcours en fait, parce que j'imagine que tu n'as pas été auteur comme ça du jour au lendemain. Tu as dû être salarié, j'imagine aussi un peu comme tout le monde dans le monde de l'entreprise. Enfin, peut-être raconte-nous un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à faire ces choix, à devenir auteur et à te construire une vie sur mesure, quoi. Et en effet, je n'avais pas du tout prévu d'être auteur. Si on m'avait dit un jour que j'arriverais là, j'y aurais pas cru. Donc moi, j'ai commencé ma carrière dans les ressources humaines et ça a commencé avec ma maman qui, au moment de mon orientation professionnelle, m'a demandé qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu veux faire au niveau de mes études. Et je lui ai dit, je veux aider les gens à être heureux au boulot. Et en fait, j'avais pas mal travaillé dans des petits jobs pour gagner de l'argent pendant l'été. Et j'avais déjà remarqué dans les vestiaires le lundi matin, les gens qui disaient vivement vendredi. Le personnel qui disait vivement vendredi. Et moi, j'observais ça en tant que petite ado, hein, et ça me fendait le cœur. Je me disais, mais quel gâchis de mettre 5 jours de sa semaine ou 6 jours, enfin ça dépendait, mais en suspens en fait, de se dire je préférais être le week-end et de se dire il n'y a que le week-end que je suis bien, il n'y a que le week-end que la vie est belle, il n'y a que le week-end que je suis libre. Et donc moi je me suis dit c'est quand même du gâchis. Et donc très jeune a été planté en moi le désir d'aider les personnes à se servir de leur travail comme un terrain de jeu d'épanouissement, parce que le travail soit un lieu de réalisation de soi, un lieu d'épanouissement personnel. Donc à l'époque, on ne savait pas trop quelles étaient les options. Enfin, ce qui était évident, c'est de dire on va faire des ressources humaines. On va essayer d'aller vers des études en ressources humaines. Donc j'ai fait, après le bac, il n'y avait rien pour les ressources humaines. Donc j'ai fait Hippocagne, juste parce que je pouvais. Okay. C'était pas du tout ma passion. Je suis pas du tout un rat de bibliothèque. Je suis une fille qui aime bien être dans l'action. Donc Hippocagne, ça allait, mais alors Cagne, vraiment, j'en plus. Je me suis dit, voilà, il faut me sortir de là. Bref. Et donc, après, je suis rentrée dans un master, ça s'appelait un magistère à l'époque en ressources humaines, à Lille. Et puis voilà, j'ai commencé ma carrière dans les RH. J'ai travaillé chez Lutti, j'ai travaillé à Suez. Et puis ensuite, mon dernier poste, j'étais responsable du personnel de la FNAC de Strasbourg. Et j'aimais beaucoup ce job. J'avais une super équipe, j'étais très bien. Et puis en fait, on avait aussi très envie de voyager. J'étais toute jeune mariée, enceinte de mon premier enfant. Et mon mari, qui est dans la tech, a eu une opportunité d'aller vivre aux États-Unis. Donc on est parti. Okay. On pensait partir 2 ans et ça fait 20 ans. Donc j'étais à l'heure, oups, on a dit aux parents, on revient dans 2 ans, vous inquiétez pas, vous verrez vos petits-enfants. Et entre-temps, voilà, il y en a eu 3 et l'aîné a 19 ans. Donc, pardon ? Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre ? Alors, en fait, je me suis convertie. Donc, quand je suis partie aux États-Unis pour continuer mon parcours, au début, j'ai pas travaillé, j'ai pas de visa de travail. Donc, j'ai pas travaillé. Et quelque part, ça m'a vraiment donné un sas pour me poser et un peu sortir des rails toutes tracées que j'avais choisi quand même, mais je commençais quand même à être dans des rails de carrière, de monter les échelons et tout ça. Et ça m'a permis de prendre du recul et de faire une pause. D'ailleurs, je crois que beaucoup de personnes ont vécu le confinement un peu comme ça, sur une plus courte période, mais un peu de « ok, j'ai été sortie des rails toutes tracées » et ça permet de réfléchir. Donc moi, voilà, j'avais pas de visa de travail, j'ai pu me poser. Et là, je me suis dit, en fait, je ne vais pas retourner dans les RH. Parce qu'après, j'ai eu le droit de travailler aux États-Unis et je me suis dit, je ne vais pas retourner dans les RH pour différentes raisons. Alors, je ne sais pas à quel point tu souhaites que je développe là-dessus. Comme tu veux. En tout cas, j'ai décidé de ne pas retourner dans les RH pour 2 raisons principales. Je vais résumer. La première, c'était, en fait, je ne voulais pas prendre un job salarié aux États-Unis parce qu'un job salarié aux États-Unis, ça voulait dire 2 semaines de vacances.
Et c'est pas que je sais pas que je suis flemmarde ou quoi que ce soit, c'est pas, mais déjà, j'aime les vacances, mais surtout, je voulais rentrer en France. Je voulais vraiment pouvoir rentrer avec ma famille. Je voulais que mes enfants puissent connaître leurs cousins. Je voulais vraiment avoir du temps. Quand je suis partie vivre aux États-Unis, je suis pas partie loin de ma famille. Je suis partie en Californie, mais je voulais pas m'éloigner de mes proches. Donc, je voulais pouvoir rentrer. Donc, premier choix, c'était je voulais pas être salariée aux États-Unis parce que ça ne me permettait pas d'avoir la flexibilité de mon temps de travail comme je le voulais, étant mère à l'époque de 2 enfants, quand j'ai pris cette décision. Et puis après, j'ai décidé de ne pas retourner dans les ressources humaines aussi parce que je me suis rendu compte que j'étais pas assez proche de l'humain. Et que en fait, et s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont dans les RH, je sais que vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans, c'est qu'en fait, malheureusement, les ressources humaines, c'est souvent beaucoup de procédures, beaucoup de papiers, beaucoup de démarches administratives, beaucoup de droits du travail. Et c'est très frustrant pour des gens comme moi, et on est nombreux dans ce métier, à pas avoir les moyens d'être suffisamment au service de l'humain comme on aimerait l'être. Et donc, dans cette démarche-là, j'ai découvert le coaching. Et là, ça a été une révélation. Je me suis dit, c'est parfait. Là, on est vraiment dans l'humain. C'est que de l'humain. Et j'ai la flexibilité du temps de travail. Je peux vraiment bâtir mon activité sur mon rythme, à mon image, comme je veux. D'accord. Ok. Et donc là, tu te formes en coaching et donc du coup, tu as tout de suite l'idée d'écrire un livre? Non, pas du tout. Pas du tout. Je me forme en coaching. Je démarre mon activité 100% américaine, qu'avec des clients américains, site en anglais, tout en anglais. Je me lance. Et puis, quand j'ai démarré ma carrière de coach, je culpabilisais beaucoup à ce qu'on me paye. J'avais du mal. Voilà, j'avais du mal à être. Par contre, j'entends des oiseaux. Vous entendez les oiseaux? Non, j'ai l'impression que j'entends des oiseaux. D'accord. C'est le matin chez moi, la ville se réveille. Donc, je culpabilisais à être payée. Et donc, dans mes rendez-vous de coaching, je voulais vraiment être sûre que j'apportais de la valeur. Je le veux toujours, hein, mais à l'époque, c'était un stress. Et je voulais être sûre que j'apportais de la valeur à mes clients. Et j'avais remarqué que souvent, mes clients, quand ils arrivaient dans les sessions de coaching, en fait, j'avais pas mis le mot à l'époque dessus, mais en fait, ils râlaient. Ils me racontaient leur histoire. Ils me racontaient, et puis ceci, et puis cela, et puis ceci, et puis cela. Et moi, en tant que coach, je savais qu'il fallait que c'est pas là que je pouvais les aider. Que je pouvais les aider quand on passait dans prendre ses responsabilités et décider de ce qu'on fait de la situation et aller de l'avant, quoi. C'est OK, on fait l'état des lieux, mais surtout, on va de l'avant, on décide ce qu'on en fait. On décide qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux dire. Voilà. Et je savais que le coaching, c'est là qu'il était riche. Donc, très rapidement, je me posais la question de comment je peux amener mes clients à sortir de cette posture et à passer dans la posture coachable, en fait. Voilà. Donc, j'étais dans cette réflexion. Et puis donc, j'avais pas mis le mot râler encore dessus. J'ai pas bien identifié encore ça, mais je les amenais à avoir de la gratitude en début de session. Je les amenais à parler des choses qu'ils avaient accomplies. Après, on parlait aussi des problèmes, mais voilà, j'essayais de les faire basculer. Et puis en fait, moi à l'époque, donc à l'époque de J'arrête de râler, j'avais déjà mes 3 enfants en bas âge à la maison. Et un soir, après une journée de boulot, je les ai couchés. Et vous savez, la Java du soir, hein, la petite Java du soir de 3 enfants. Je veux un verre d'eau, je veux encore un câlin. D'abord, je ne veux pas me coucher. Après, je veux encore un câlin. Après, je veux un verre d'eau. Après, je veux faire pipi, forcément, parce que j'ai bu un verre d'eau. Et puis après, faut signer le papier pour la sortie de classe de vendredi, il faut le faire tout de suite. Enfin bon, c'était un de ces fameux soirs avec la Java du soir. Et littéralement, j'ai couché mes enfants et j'ai traversé le couloir et je me suis écroulée sur mon lit. Et là, je me suis dit, enfin, ils sont couchés. Et puis là, littéralement, je me suis dit, mais c'était une journée pourrie aujourd'hui. Et alors, il s'est passé 2 choses à ce moment-là. Je me suis dit, c'était une journée pourrie aujourd'hui. Et là, déjà, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, Christine, cette journée soi-disant pourrie, c'est une journée normale de ta vie. En fait, oui, tu as des enfants en bas âge et ta maison est en bordel et tu essaies de jongler ta carrière et ta famille. Et ça te fait sortir. Voilà, c'est pas simple, c'est chaotique. Mais en fait, des journées comme ça, tu vas en avoir plein encore. C'est juste normal. Je veux dire, globalement, tout va bien. Globalement, tout va bien. T'as un toit, t'as à manger, t'as des gens qui t'aiment autour de toi. Bon, et là, je me suis dit, mince, il faut que j'apprenne à profiter de ce que j'appelle cette vie ordinaire, ce quotidien en bazar. Il faut que j'apprenne à en profiter. Il faut que j'apprenne à changer parce qu'en fait, mes enfants vont grandir. Vous savez, souvent, quand on a des petits-enfants, il y a des petits vieux qui nous disent « Profitez de vos enfants quand ils sont petits ». Moi, quand ils me disaient ça, j'étais là « Bah oui, vous êtes bien gentils, mais en attendant, c'est pas facile ».
Et donc là, ce fameux soir, je me disais, non, il faut vraiment que je profite de ce quotidien, de ce que j'appelle ma vie ordinaire et pas toujours sexy. Il faut vraiment que j'apprenne à en profiter. Donc ça, c'est la première prise de conscience. Et la deuxième, c'est que je me suis dit, mais en fait, tu n'es pas mieux que tes clients. En fait, tu n'es pas mieux que tes clients. Toi aussi, tu t'enfermes dans tes histoires, dans tes drames. Tu prends tes petits problèmes, tu les transformes en drames. Sauf que moi, je ne le faisais pas dans ma dimension professionnelle parce que j'étais dans le coaching, j'aimais ça. Mais je le faisais à la maison. Je pense qu'on a chacun des sphères. J'ai écrit j'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Et j'ai écrit j'arrête de râler au boulot. Et je pense que quand les gens viennent à mes conférences et qu'ils choisissent, c'est marrant. Il y a ceux qui savent très bien, moi, c'est à la maison que j'en ai le plus besoin. Ou moi, c'est au boulot que j'en ai le plus besoin. Ouais. Ça dépend vraiment des… Donc, moi, je remarquais que j'étais pas mieux que mes clients. Et donc, littéralement, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, Christine, tu ne peux pas décemment continuer de demander à tes clients de sortir de la posture de victime. Si toi, tu sais, maintenant, tu le sais, avant, je ne le savais pas, mais maintenant, j'avais pris conscience que moi aussi, je m'enfermais dans cette posture de victime. Et donc, il y a un pacte que je me suis fait avec moi-même à ce moment-là, c'est que je refusais d'être ce coach qui prêche la bonne nouvelle à ses clients, mais qui ne sait pas appliquer à lui-même ce qu'il prêche. Et donc ça a toujours, et les gens qui connaissent mon travail le savent, ça a toujours été ma ligne directrice, c'est je ne parle que de ce que j'ai réussi à appliquer à moi-même. Et donc là, je me suis dit, Christine, tu dois changer. Déjà, je me suis dit, tu dois changer parce que je me suis dit, tu es en train de passer à côté de ta vie. Je me suis dit, Christine, un jour, tu vas mourir et tu vas réaliser que tu as passé ta vie à résister ta vie. Et là, je parlais de ce que j'appelle, encore une fois, cette vie ordinaire et pas toujours sexy. C'est différent de la vie qu'on poste sur Instagram. Ouais. D'accord ? La vie qu'on poste sur Instagram, on met un filtre, une belle lumière, voilà, la vie de l'amour. Là, je parle de la vie qu'on ne montre pas. Si je vous tournais ma caméra, vous pourriez la voir. Mon salon est dans un état pitoyable. Et ça, c'est ma vie ordinaire et pas toujours sexy. Donc, voilà, première prise de conscience, c'était ça. Et la deuxième, c'était de dire, je dois, en anglais, on dit « walk the talk ». Je dois dire ce que je prêche, quoi. Et donc, je dois changer. Et donc, rapidement, pour revenir à je ne sais pas tellement faire rapide, hein, donc il faut me couper. Très bien. Quand ça devient plus intéressant, il faut me couper. Quand je parle trop de moi. Et donc, ce fameux soir, on est toujours dans ce fameux soir où je suis sur mon lit et j'ai cette réalisation, c'est ce qu'on appelle ce aha moment. Vous savez, il y a l'ampoule qui s'allume et là, je me dis, c'est bien gentil, Christine, tu dis que tu veux changer. Tu dis que tu veux changer quelque chose dans ta vie, que tu dois changer pour tes clients et pour toi-même. Mais je savais que le lendemain, j'allais être reprise dans la spirale du quotidien. Je savais que le lendemain, la vie allait reprendre le dessus. Vous savez, et ça m'a fait penser à cette… peut-être que certaines personnes vont se reconnaître là-dessus. Quand on lit un livre de développement personnel, on trouve ça formidable. On se dit, ah ouais, faut que je fasse ça. Oui. Éventuellement, on en parle à nos amis, on en parle au prochain dîner dimanche prochain. Enfin voilà, on n'a pas de dîner en ce moment, mais on en parle à nos amis, on l'offre ou des choses comme ça. Mais en fait, au bout de 3 semaines, le livre prend de la poussière sur l'étagère et notre vie n'a pas changé. On n'a pas réussi à changer notre vie. Donc moi, ce fameux soir, je me disais, Christine, là, tu as une révélation, tu as ce aha moment, cette prise de conscience, mais qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour changer ? Qu'est-ce que tu vas faire pour ne pas oublier ? Qu'est-ce que tu vas faire pour ne pas laisser la spirale du quotidien reprendre le dessus ? D'accord ? Et donc, c'est là où j'ai réalisé, c'est là où j'ai cheminé, toujours tout ça le même soir dans mon lit. Hein. C'était une soirée déterminante. Et il faut dire que c'était une soirée déterminante, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui m'avaient préparée à ce soir-là, en fait. J'ai fait des connexions ce soir-là. Vous savez, parfois, on accumule des informations et puis tout d'un coup, ça fait clic, 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 clic et c'est bon, c'est parti. Donc là, c'était ça, ce fameux soir. Et là, je me suis dit, Christine, c'est bien gentil de dire je vais arrêter de résister ma vie, mais comment tu fais pour arrêter de résister ta vie ? Et là, je me suis dit, en fait, la manière dont ça apparaît dans ma vie, la chose que je peux contrôler, c'est qu'en fait, j'ai passé ma journée à râler. J'ai râlé sur le lait renversé au petit déjeuner. J'ai râlé sur le fait que j'arrive pas à trouver 2 paires de chaussettes coordonnées pour mes enfants. J'ai râlé sur les bouchons. J'ai râlé sur la facture. J'ai râlé sur mon banquier. Et en fait, j'ai râlé et donc là, j'avais réalisé que c'était la râlerie. C'est là où j'ai mis le mot. Sur, en fait, t'as râlé. Et je dis ça, je peux le contrôler. C'est des mots qui sortent de ma bouche. C'est quelque chose qui est mesurable. Je vais contrôler les mots qui sortent de ma bouche. Et là, j'ai réalisé aussi, et je le savais de ma formation, que si je râlais, c'était par habitude. C'est pas, à aucun moment on se dit,
oh là là, le salon est en bazar, je vais râler, je vais utiliser la stratégie de la râlerie pour prendre soin de mon besoin. Ouais. On ne fait pas ça. On descend, le salon est en bazar, on râle. C'est un espèce d'automatisme. Je dis, on a on a une autoroute 6 voies dans notre cerveau entre la situation, la réaction. Une autoroute neuronale qui va, voie directe, accès rapide vers la râlerie. Ouais. Et donc là, je savais que râler était une habitude et que pour se sevrer d'une habitude, il faut faire un effort conscient pendant 21 jours consécutifs. Pourquoi conscient? Parce que justement, on cherche à changer les connexions de notre cerveau. C'est ça, l'effort conscient, c'est qu'on va dire à notre cerveau de ne pas aller sur l'autoroute. On va dire à notre cerveau, l'autoroute, ça te fait rentrer dans un mur, ça fait que tu passes à côté de ta vie, ça veut dire que tu es victime de tout. Et en fait, il y en a marre d'être victime du bazar de la maison, ça vaut pas le coup, quoi. Il y en a marre d'être victime des bouchons, ça vaut pas le coup. J'ai pas envie de laisser ces choses-là me pourrir la vie, j'ai envie de garder mon pouvoir, de reprendre le contrôle sur ma vie. Donc, je me suis dit, je vais faire un challenge en 21 jours. Donc, j'ai mis un bracelet à mon poignet et l'objectif était de faire 21 jours consécutifs sans râler. Donc, le fait est, c'est qu'au début, j'ai pas réussi. J'y arrivais pas parce que j'avais mon autoroute qui se mettait en route. Donc, je râlais. Et donc, à chaque fois que je râlais, il fallait que je change le bracelet de côté. Donc, déjà, ce qui est formidable, c'est que ça fait prendre conscience. Au début, je passais ma journée à changer le bracelet de côté. Je veux dire, parfois, je le balançais à travers la pièce en me disant, mais c'est n'importe quoi ce truc, pour essayer d'arrêter de râler, ça me fait râler encore plus. Essayer d'arrêter de râler. Et donc, à chaque fois que je changeais le bracelet de côté, il fallait que je remette les compteurs à zéro. Donc, en gros, il m'a fallu 4 mois pour réussir à faire 21 jours consécutifs sans râler. D'accord ? Et donc, ce qui m'a amené au livre, c'est que pour la petite histoire, le jour où je me suis lancée, j'ai ouvert un blog qui existe encore, qui s'appelle j'arrête-de-râler.com. Et tous les jours, j'ai posté une vidéo. Tous les jours, en fin de journée, quand mes enfants étaient couchés, je postais une vidéo complètement imparfaite où je me disais, qu'est-ce que j'ai appris ? Et ça, c'était ma posture un peu de coach, mon bagage de coach qui disait, même si tu t'es planté, même si tu n'as pas réussi, tu as appris quelque chose. Et donc, tire la leçon, en fait. Toujours tire la leçon de la journée pour pouvoir l'emmener avec toi demain. Et donc, tous les soirs, je postais une vidéo et à ma grande surprise, ce blog est parti en viral sur les réseaux sociaux. Et donc, j'ai eu un interview sur RMC, article dans Psychologie Magazine, Le Point, enfin, il a commencé, et à l'époque, c'était très à la mode d'être blogueuse. Et moi, je ne le savais pas, mais en plus, j'étais vlogueuse, je faisais des vidéos. Et c'était encore mieux. Je ne le savais pas, mais moi, je faisais des vidéos seulement parce que j'avais 3 enfants en bas âge et que je n'avais pas le temps d'écrire. Et que c'était le truc le plus simple pour moi que de faire une vidéo. Donc, la réussite de ce blog m'a donné l'opportunité. En fait, j'ai été interviewée et j'ai eu Erol m'a repéré, en fait. D'accord. Et donc, on m'a proposé d'écrire un livre. Voilà comment. C'est marrant, j'adore tes histoires, tu vois, comme quoi tout part de rien. Et puis que tu peux arriver, tu sais, c'est une success story quand même, on peut le dire, quoi. Et alors oui, et ça continue en fait, parce que et ça continue dans le sens où, et c'est ça qui est important pour les lecteurs, c'est pas de regarder mon histoire et se dire elle a de la chance cette fille, parce que c'est pas ça qui est intéressant. Non. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui a été déterminant là-dedans. Et ça continue parce qu'après, ce qui fait qu'on en a vendu 300 000 exemplaires, ce livre, quand je l'ai commencé à l'écrire, moi j'espérais, je me disais s'il y en a 100 qui le livrent, ça sera déjà très bien. Et en même temps, mon rêve, c'était qu'il y en ait 4 000, et il y en a eu 300 000. C'est quelque part, la réussite de ce livre, c'est pas que mon éditeur. Moi, j'ai poussé ce livre. Une fois que j'ai vu que ça prenait, comme toi, tu es en train de faire avec ton documentaire, tu vois, à un moment donné, tu laisses pas ça entre les mains. Si tu sens que quelque chose prend, bah, tu dois être complètement motivé derrière pour continuer à tout faire. Parce que ton documentaire, il change des vies et mon livre, il change des vies aussi. Exactement. Et donc, là, on doit se déployer. Beaucoup d'auteurs font cette erreur de dire, moi, j'ai fait mon job, j'ai écrit le livre. Et maintenant, s'il marche pas, on verra bien. Et donc, moi, ce qui a été déterminant, c'est que j'ai su écouter mon compas intérieur, en fait. À un moment donné, ce fameux soir, mon compas intérieur m'a dit, là, il y a quelque chose d'important. Et j'ai senti que ça résonnait en moi. Et ça, c'est quelque chose que j'enseigne aujourd'hui dans mon livre Wake Up. C'est 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. En fait, dans mon livre Wake Up, j'explique les 4 principes qui ont été au cœur de ma vie, qui m'ont permis de vivre cette réussite que j'ai fait sur J'arrête de râler. En fait, je détaille qu'est-ce qui a été déterminant dans cette success story. Et c'est quoi alors du coup, parce que moi ça m'intrigue là. Alors la première chose justement, c'est le premier des 4 principes, c'est j'ose être brillant.
Et je fais exprès de l'appeler comme ça parce que quand on parle de brillance, tout de suite, on est complexé. Tout de suite, quand on dit, parce qu'on connaît tous quelqu'un, on a entendu dans notre vie, lui, il est brillant, ou elle est brillante. Et c'était en général quelqu'un qui avait fait une très grande école parisienne, qui avait une thèse en je ne sais pas quoi. C'est toujours un intellectuel, en fait. On identifie souvent quelqu'un de brillant à un intellectuel. Et je ne dis pas que ces intellectuels ne sont pas brillants. Je dis juste que la brillance, c'est bien plus que ça. La brillance, c'est honorer ses talents, c'est honorer ses forces, c'est honorer ce qu'on est vraiment. Et on n'a pas besoin d'avoir des diplômes. Ce n'est pas nos diplômes qui justifient notre brillance. D'accord ? Nos diplômes, ils nous ont donné des informations, ils nous ont formés, ils nous ont permis à cultiver des savoir-faire et des informations. Mais ce n'est pas ça qui nous définit. Non. Et donc, ce fameux soir, quand j'ai eu cette révélation dans mon lit, ça a commencé là, j'ai senti que ça résonnait en moi. J'ai senti une vibration intérieure. Il y avait un espèce d'alignement. D'accord ? Et là, j'ai osé honorer cet alignement. J'ai osé l'écouter, et non seulement l'écouter, mais agir, faire quelque chose. Et honnêtement, c'était pas raisonnable. Donc j'ai écouté la résonance, mais c'était pas raisonnable. Pourquoi est-ce que c'était pas raisonnable ? J'avais un business qui tournait, j'avais 3 enfants en bas âge, lancer un blog J'arrête de râler, ça allait pas gagner de l'argent. J'étais déjà en train de trimer à développer mon business, j'avais galéré pendant 3 ans, c'était enfin en train de décoller, mon activité de coaching. J'avais autre chose à faire, j'avais franchement autre chose à faire. Et puis en plus, ça faisait peur de s'exposer, de se mettre devant les caméras. Alors après, encore plus d'écrire un livre. Donc d'abord, j'ai choisi honorer, je l'ai fait. Et là, c'est marrant parce que quand j'ai honoré cet appel intérieur, en fait, la vie a conspiré à me soutenir. Et ça, c'est un livre que je recommande à tout le monde de lire, que j'avais lu il y a 20 ans, que j'ai relu récemment. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui dit, voilà, si vous écoutez votre légende personnelle, si vous suivez votre légende personnelle, la vie conspire à vous soutenir. D'accord ? Et la légende personnelle, c'est cette résonance. Comment on peut savoir, c'est quoi l'indicateur de ma légende personnelle ? C'est mon compas intérieur. Et le compas intérieur, comment l'entendre ? On peut le sentir, parfois on le sent. On a des moments où on est là, on sent qu'on est vraiment aligné. Toutes les pratiques de méditation, de mindfulness nous aident à pratiquer cette conscience de notre alignement. Et la résonance, c'est pareil. Quand on sent cette résonance, c'est qu'en fait, notre être vibre. Et tous ceux qui connaissent la loi de l'attraction, c'est pas ma spécialité, l'attraction, mais c'est encore la même chose, c'est dans le même mouvement. Voilà, mon être vibre. Et donc là, ce fameux soir, j'ai osé honorer cette vibration et poser des actes. Donc mon premier principe de Wake Up, c'est j'ose être brillant. Le deuxième, c'est je pose des actes à la hauteur de mes ambitions. J'ose croire que mon intuition a de la valeur. Et quand je dis elle a de la valeur, c'était pas du tout garanti que ça devienne quelque chose qui me fasse gagner de l'argent. Mais ça avait de la valeur en soi. Je comprends. Ça avait de la valeur en soi. Et à l'époque, j'étais pas du tout dans une quête que je devienne conférencière, que je fasse toutes ces choses-là. C'était pas du tout ça mon idée. C'était juste je dois arrêter de râler. Et j'ai envie de le faire sur ce blog parce que quelque part, je te parlais tout à l'heure quand on était hors caméra de l'importance de créer un point de non-retour, de te mettre dans une situation où tu n'as pas le choix. Et là, je voulais tellement changer que je me suis mis dans une situation où je n'avais pas le choix. J'ai ouvert ce blog. Et voilà. Et là, je me suis retrouvée au bout d'une semaine sur l'antenne de RMC. C'était les 2 minutes pour convaincre. 2 minutes pour convaincre les Français d'arrêter de râler. Ouf. Voilà. Et puis après, donc j'ai eu ce contrat d'édition. Et là encore, j'ai dû choisir d'oser être brillant. Parce que avoir un contrat d'édition, c'est super sexy. C'est super chouette. Ça veut dire on boit le champagne, toute la famille est fière. C'est la classe de signer le contrat. Sauf qu'après, on a un petit problème. C'est que faut y aller, quoi, après. Faut l'écrire, le livre. C'est ça, Et là, à nouveau, il faut choisir d'oser. Parce que à ce moment de l'écriture, j'aime autant vous dire que ce que j'appelle ma petite voix rabat-joie qui me tire vers le bas, elle est venue me rendre visite. Et elle savait exactement me dire ce que j'avais besoin d'entendre pour me couper les ailes. Ma petite voix rabat-joie, elle savait exactement me titiller là où il fallait pour me couper les pattes. Elle me disait pour qui tu te prends. Elle me disait mais c'est n'importe quoi, tu vas quand même pas prendre 240 pages sur J'arrête de râler. Enfin, je veux dire, on va pas s'étendre. Je veux dire, au bout de 5 pages, c'est bouclé, quoi. Laisse tomber. Après, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit mais Christine, il y en a d'autres qui ont écrit des livres avant toi, mieux que toi. Pourquoi tu t'embêtes à écrire un livre ? Et puis t'es pas auteur. En plus, ça faisait 10 ans que je vivais aux États-Unis. Je faisais plein de fautes d'orthographe. D'ailleurs, il y a des gens qui ne se gênent
ne se gênait pas sur mon blog de bien me descendre quand je faisais des fautes. Et donc, j'avais toutes ces raisons de ne pas le faire. Ouais. Et à un moment donné, d'ailleurs, à un moment donné, quand j'écrivais mon livre, j'ai essayé de l'écrire et d'être intelligente. Ouais. J'ai essayé de faire des trucs beaucoup plus prétentieux. Hein, et j'ai essayé de me rappuyer sur ce que j'avais appris en Hippocane, Cagne, j'ai essayé de dire les grands penseurs, j'avais la hantise des grands penseurs. J'avais qu'une seule peur, ma plus grosse peur, c'était qu'il y ait des critiques qui me disent « ton livre, il est un peu mignon, quoi. Il est un peu léger. C'est un peu léger. » quoi. Ça, c'était la grosse angoisse qu'on puisse me dire ça. Et donc, j'ai essayé d'écrire un livre plus intelligent. Et là, je me suis vite rendu compte que j'arrivais à sec, en fait, que j'étais plus dans ma résonance. En fait, j'étais dans le raisonnable. Bah oui. J'étais dans ma tête, je cherchais à produire un truc, mais j'étais plus dans ma résonance. Donc, je me suis dit, là, tu vas arriver à sec, tu vas pas y arriver. Je m'étais coupée de mon carburant. Et donc là, je me suis dit, Christine, tu vas écrire ce livre et tu vas l'écrire pour les lecteurs de ton blog, pour ceux qui aiment bien. D'accord ? Ceux-là, ils vont le lire. Ils aiment bien tes vidéos, ils aimeront ton livre. Bah oui. D'accord ? Tes vidéos, elles sont imparfaites, tu les fais dans ta chambre le soir une fois que tes enfants sont couchés. Donc, écris ton livre pour eux. Et puis, il y en a peut-être 100 qui le liront. Voilà, il y en a peut-être 100 qui le liront, puis dans ma tête, je peut-être 4000. Mais voilà. Et là, j'ai encore une fois choisi d'oser être brillante. C'était ça ma brillance. Ma brillance, c'était de me dire, t'écoutes ton cœur. T'écoutes ton cœur et pas ta raison. Et tu mets sur ce livre ce que tu as sur le cœur. Alors, ça n'empêche pas que pendant que je l'écrivais, j'ai fait des recherches. J'ai aussi fait, mon intellectuel a été au service de l'écriture. Hein. Ah oui. Au moment de l'écriture, j'ai été faire des recherches, j'ai relu des livres, j'ai refait des choses. Donc, je me suis servi de mon intellectuel. Mais j'ai décidé que ce n'était pas lui le boss. J'ai décidé que le boss, c'était mon cœur. C'était ça qui devait guider l'écriture. Donc, j'ai écrit ce livre et encore une fois, la vie a conspiré à me soutenir parce que Laurent Gounel en a écrit la préface. Oui, j'ai vu ça, ouais. Voilà, et ça, c'était absolument magique parce que moi, je ne le connaissais pas, Laurent Gounel. C'est clair. Et ça, c'est magique comme... Ouais. Attends. Je pourrais raconter l'histoire qui est derrière parce que, mais bon, ça n'intéresse pas tout le monde. Mais attends, vas-y, je te laisse. Juste une chose, en fait, je précise juste une chose parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que c'est magique, tu sais, ce que tu racontes. Moi, je sais que je le vis aussi, donc je l'ai vécu à l'époque quand je me suis lancé. Une grande partie des personnes que je rencontre sur mon parcours, que j'interviewe ou qui donnent des conférences à mes événements ou que je rencontre en fait tout simplement et qui sont sur leur chemin de vie, vivent tous la même chose. Donc, c'est pas juste quelque chose d'utopique ou d'irréaliste. C'est pas comme si on était dans le monde des bisounours, quoi. C'est qu'en fait, c'est vraiment une réalité. Et la condition sine qua non, c'est ce que tu es en train d'indiquer, c'est vraiment, moi, ce que j'appelle en fait déceler nos excellences et puis de les mettre à contribution, en fait, de les mettre à contribution pour les autres et de faire ça avec beaucoup d'amour et pas forcément en ayant des attentes, quoi, de sentir que c'est bon, qu'il faut le faire et puis de le faire. C'est marrant parce que tu viens à l'instant, la phrase que tu viens de dire est exactement, tu as mis tous les éléments que je donne quand je donne ma définition de l'épanouissement. Ah, génial. Qu'est-ce que l'épanouissement ? Donc, tu vas me dire si je te dis ma définition et tu vas voir que tu as dit les mots que tu as dit. Tu as dit le mot amour. D'accord ? Donc, moi, l'épanouissement, et comment on peut réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'épanouissement ? On peut aller écouter et lire les livres écrits par les infirmières qui accompagnent les gens sur leur lit de mort. Ouais. D'accord ? Et de se dire quels sont les grands regrets ou quelles sont les questions que se posent les gens quand ils sont sur le point de faire leur transition. D'accord ? Et donc, la première question que les gens se posent, c'est est-ce que j'ai aimé ? Et est-ce que j'ai su être aimé ? Parce que parfois, les gens disent j'ai aimé, mais j'ai pas reçu l'amour. Ou les gens disent j'ai reçu de l'amour, mais j'ai pas su en donner. D'accord ? Donc, c'est cette évaluation de combien d'amour a circulé dans ma vie. Est-ce que j'ai, voilà, donc tu as dit tout à l'heure, avec amour. Ouais. Pas forcément chercher, mais vraiment être guidé par l'amour. Ouais. Donc ça, première chose, ça, je ne suis pas la seule à le dire, hein, tout le monde le dit depuis la nuit des temps, que la première chose, c'est l'amour. Okay ? La deuxième chose, c'est l'expression de soi. Les gens se disent sur leur lit de mort, est-ce que j'ai été moi-même ou est-ce que j'ai passé ma vie à chercher à être conforme à ce que je pensais qu'on attendait de moi ? C'est clair. D'accord ? Est-ce que je suis rentrée dans ce moule ? Est-ce que je suis restée dans ces rails ? Est-ce que j'ai été limitée dans la vision que j'avais de moi-même ? Est-ce que j'ai osé ? Et donc, en fait, est-ce que j'ai osé dire ce que j'avais à dire, faire ce que j'avais à faire, être qui je voulais être ? C'est ça, là, tu l'as dit tout à l'heure, déceler ses talents, trouver son excellence, tu vois, c'est vraiment ne pas laisser le monde extérieur nous définir, mais vraiment oser aller chercher au fond de soi et oser assumer notre brillance, en fait. Parce que souvent, on ne l'assume pas. C'est ça le plus gros blocage, c'est qu'on se dit c'est pas modeste. La modestie nous empêche d'assumer. On peut assumer nos talents. J'utilise souvent la distinction, je dis
vous inquiétez pas trop de la modestie. La modestie, c'est intéressant. Oui, je ne suis pas le centre du monde, mais il y a l'humilité. Et l'humilité, c'est je vais assumer mes talents, je vais oser être brillante, mais à aucun moment je prétends que j'ai plus de brillance que qui que ce soit. Bien sûr. Comme moi, là, je suis devant vous, j'assume ma brillance, mais vraiment, dans le fond de mon cœur, je suis convaincue que je ne suis pas meilleure que qui que ce soit qui nous écoute là. C'est clair. Par contre, peut-être que j'assume plus. Peut-être que moi, là où je suis peut-être un petit peu en avance, c'est que j'ai osé assumer mes talents et mes forces. Et j'ai plein de défauts et plein de faiblesses. Il y a plein de trucs que je ne sais pas faire. Mais j'ai osé croire en mes forces. Et j'ai osé agir, poser des actes à la hauteur de mes forces. C'est la seule différence. Mais j'ai l'intime conviction qu'on est tous, on porte tous une brillance. Bien sûr. Donc le deuxième ingrédient, donc je te disais, l'amour, le deuxième, c'est l'expression de soi. Et le troisième, tu l'as dit aussi, être au service des autres. Le troisième, c'est la contribution. Ouais. Et c'est la troisième question qu'on se pose sur son lit de mort, c'est est-ce que ma vie a servi à quelque chose? Mais oui. Est-ce que ma vie a été utile? Et ça, on peut définir, parfois les gens se mettent la pression là-dedans en se disant, il faut que je devienne connu, il faut que je fasse un livre ou un documentaire ou que je sois président. Pas forcément. On peut se retrouver en se disant, moi je suis vraiment alignée avec ma vie parce que ma vie a été utile, parce que je suis super fière du parent que j'ai pu être, je suis super fière de la voisine que j'ai été, je suis super fière de la citoyenne que j'ai été. Donc il y a plein d'autres moyens, on n'est pas obligé. Je pense que certains d'entre nous, on porte en nous le désir d'être public, moi clairement, je suis messager, je le sais. Et donc pour être messager, il faut que j'ai un micro, il faut que j'ai une caméra, il faut que j'ai un livre. Mais ça, c'est moi. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas ça en vous que vous n'êtes pas brillant. Bien sûr. C'est juste que vous, c'est autre chose. C'est une autre forme de votre brillance. C'est ça. Et d'où l'importance, ça je le répète très souvent, d'accompagner le plus tôt possible les enfants, tu vois, à l'école, ou évidemment dans son rôle de parent, à accompagner les enfants à être ce qu'ils sont, quoi, et pas ce que la société a envie qu'ils soient, quoi. Ça, pour moi, c'est déterminant. Enfin, je pense qu'en une génération, on change tout, tu vois, si on fait ça. Si on change notre modèle éducatif. Ouais. Si on change le modèle éducatif, tout à fait. Ouais. C'est challengeant. Moi, j'ai 3 ados, hein, donc je suis vraiment dans la phase de l'orientation professionnelle. Hein, donc là, c'est là où les choses se jouent. Ouais. C'est intéressant de faire la part des choses entre il y a l'enfant tel que je le vois et vraiment ce que je vois. Et ça, moi, là, ça se passe facile, mais c'est tellement vrai pour moi que j'ai vraiment aidé mes enfants à avoir leur talent. Okay. Et à vraiment leur poser la question. C'est marrant, des petites questions, si les gens se posent un peu. Une question que moi, je demande à mes enfants. Ma fille, elle est abonnée à Strapi, Okapi, On est reçu de France, Phosphore, tous ces magazines. Et je leur disais, quand le magazine, il arrive et que tu le regardes, si tu étales tous tes magazines que tu as reçus dans l'année, quels sont ceux où la couverture, tu te dis, si je devais tous en jeter et en garder 10, quels sont les 10 que tu garderais? Quels sont les 10 magazines que tu garderais? Pourquoi cela? Quand tu le prends, c'est quel article que tu lis? Quels sont les articles dont tu te souviens? Moi, je dis, s'il y a des sujets qui vous intéressent, c'est pas pour rien. D'accord? Moi, depuis toute petite, j'adore la philosophie. Depuis toute petite, quand je regarde des films, les films qui m'intéressent, c'est les films avec des personnages. C'est les films où on voit la personnalité du caractère. Ça, et quand plus il y a de la finesse dans le livre que je lis ou dans le film, et plus le personnage est décrit et je peux rentrer en communion avec le personnage, plus j'adore le film. D'accord? Moi, c'est pas un hasard que je sois coach. C'est ça mon métier. D'accord? Mon mari, lui, ce qu'il veut, c'est de la science-fiction. Lui, ce qui l'intéresse, c'est des films qui se passent dans des univers qui n'existent pas. La boîte de mon business, de mon mari, elle s'appelle After Now. Okay. D'accord, mon mari, il est entrepreneur, il a une boîte qui s'appelle After Now. Sa passion, mais quand j'ai rencontré mon mari, sa mère m'a offert le coffret de Star Wars. Elle m'a dit, ça va avec. Tu dois les avoir ensemble. Donc, c'est pas un hasard. En fait, on porte en nous les désirs de notre… Quand les gens cherchent leur mission de vie, tout est en vous, en fait. Regardez ce qui vous intéresse, regardez si vous êtes passionné par un sujet, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. On a mis en vous le désir. Le désir est en vous. Donc, allez où sont vos désirs. On nous a tellement appris que les choses devaient être dures, difficiles, qu'on n'ose plus, on pense qu'on n'a pas le droit d'écouter nos désirs. Moi, je dis non, écoutez vos désirs. Donc,
pour revenir sur le sujet des enfants, voilà, moi j'ai appris à faire ça avec mes enfants et j'ai fait ça avec mes enfants. Et là où c'est difficile, c'est de let go, de laisser l'ancien modèle, en fait, l'ancien paradigme. C'est clair. Parce que moi, j'ai quand même la grande satisfaction d'avoir créé une réussite professionnelle qui m'amène à avoir une liberté financière, et mon mari aussi. On est tous les deux entrepreneurs, et en même temps, c'est une liberté qui est très instable, hein, parce qu'on est entrepreneur, et là, notamment, en ce moment, on n'a pas beaucoup d'aide et rien du tout. Donc, faut vraiment, ça nécessite un tempérament de remise en question et plein de choses pour vivre sur ce. Mais bref, c'est difficile de laisser complètement son enfant honorer ses talents quand on ne voit pas du tout comment concrètement ça peut se monétiser, comment concrètement ça peut amener à avoir cette sécurité. Parce que, je ne sais pas si tu as des questions, mais je pense souvent à quelque chose qui me parle, c'est quand on parle de développement spirituel et de développement de l'humain et de développement de l'être, il y a souvent les personnes disent qu'il y a différentes phases, différentes étapes. La première étape, c'est très intéressant d'ailleurs, c'est sortir de la posture de victime. Donc c'est pour ça que je trouve ça formidable que, de manière un peu incroyable, ce soit mon premier livre, parle que de ça en fait. Et c'est sûrement la première étape que moi je devais faire dans mon développement, c'est sortir de la posture de victime. Et là, ce que je vous dis, c'est pas moi qui le dis, hein. J'ai encore lu un livre de Tao qui en parle. Bien sûr. Beaucoup de grande sagesse parle, hein, d'accord, sortir de la posture de victime. Mais après, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le livelihood. Et le livelihood, c'est être capable, sentir qu'on est capable de prendre soin de nos besoins financiers, enfin, à manger, un toit, et sentir qu'on est en contrôle de ça, qu'on ne dépend pas du gouvernement, des aides, des allocations, des machins, mais que vraiment, on est en contrôle. Et donc, c'est là où je trouve ça, il faut honorer ses talents, mais il faut aussi savoir que pour vraiment s'épanouir et pour vraiment s'élever, à un moment donné, il va falloir que ton enfant, il se donne vraiment les moyens et que quand il réfléchit à son avenir, il prenne ça en considération. Parce que c'est quand même une étape très importante de l'élévation de soi. D'être capable de se sentir en contrôle de son toit sur sa tête, de la nourriture sur la table, de prendre soin de nos enfants. Le livelihood, c'est très important. D'accord ? Et une fois qu'on a ce livelihood, après, on peut aller s'élever dans les étapes supérieures de la spiritualité, à être en communion avec la vie, être en communion avec l'humain. Mais souvent, on fait l'erreur de vouloir omettre cette partie du livelihood parce qu'on pense que l'argent, c'est mal. On pense à toutes nos croyances et toutes nos limitations. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça, on pourrait synthétiser ça en disant qu'en fait, il faut quand même rester bien pragmatique et les pieds sur terre. Et que, comme tu le soulignes, on est quand même dans une société où tout tourne autour de l'argent. Donc, de toute façon, on a besoin d'argent un minimum, au moins pour manger, pour avoir un toit sous la tête. Et ça va contribuer à notre épanouissement, à notre élévation. C'est que quelque part, ça rassure. Du coup, on est en sécurité. Et puis, et puis en général, ce qui est intéressant, c'est que ce que j'aime bien, moi, dans le livelihood, c'est que pour gagner de l'argent, la seule raison pour laquelle je vais gagner un salaire, que je sois salarié ou que je sois à mon compte, la seule raison pour laquelle je vais gagner un salaire, c'est parce que je crée de la valeur. D'accord ? Je suis uniquement payée parce que je crée de la valeur. D'accord ? Et donc ça, c'est riche quand même pour une société. C'est clair. De mettre les gens dans une posture où ils doivent créer de la valeur. Et puis, ça nous connecte avec le côté de contribution. Parce que là, il peut y avoir un pont qui se fait, qui est intéressant pour certains de se dire, est-ce que je peux créer de la valeur d'une manière qui est alignée avec mes valeurs ? Ça aussi, c'est super. Bien sûr. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à vivre. Le livelihood, c'est un vrai terrain de jeu d'épanouissement. C'est pas un truc qu'on est obligé de faire parce qu'il faut, parce qu'on vit dans un monde. Non, il y a un vrai espace, je pense. C'est proche de vivre le flow, c'est ce qu'on appelle le flow. Oui, tout à fait. Alors, oui, c'est proche de ce qui s'appelle vivre le flow. Alors, le flow, moi, ce que je trouve difficile, c'est ce que je trouve difficile dans toute dans tout ce champ dans lequel je suis, du développement personnel, c'est d'accompagner les personnes à s'épanouir et à se réaliser alors qu'elles ne souhaitent pas devenir entrepreneurs. Ou alors que c'est pas fait pour elles. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est pas nécessairement leur nature. Ça demande quand même un sacré tempérament d'être à son compte. Et c'est pas parce que les entrepreneurs sont pas meilleurs
que les autres. C'est juste qu'ils ont ce tempérament qui fait que pour eux, ça marche d'être là. Et voilà, quand on parle du flow, de créer des conditions du flow, je trouve que c'est plus facile d'accompagner les gens qui sont à leur compte et qui ont plus de contrôle sur leur environnement à créer ça pour eux-mêmes que d'accompagner des gens qui sont beaucoup plus contingents d'un contexte qu'ils ont plus de mal à contrôler. Alors, J'arrête de râler au boulot a été créé pour ça, a vraiment été créé pour vraiment aider les gens à déjà se libérer de toutes les contraintes et de toutes les limitations que l'on voit dans notre travail qui sont en fait plutôt des contraintes qu'on s'est créées nous-mêmes en fait. Enfin, pas qu'on s'est créées, mais que si on change de posture et si on change d'outils, si on s'équipe de nouveaux outils et si on change de posture, déjà la voie se dégage. Déjà la voie se dégage énormément et du coup on est capable de voir son travail, son job comme un terrain de jeu d'épanouissement. D'accord ? Après, parfois, je me demande si ça va être possible pour ces personnes d'être autant dans le flow. Ah oui, c'est question. Peut-être, je le souhaite. Et moi, en tant qu'ancienne DRH, c'est souvent une question que je me pose parce que je ne pense pas que ce soit forcément une solution que tout le monde quitte son boulot, quoi. Non, c'est sûr. C'est là où ça devient intéressant de faire évoluer les organisations. Ouais. Voilà, moi aujourd'hui, j'ai des ambassadeurs que je forme qui sont formés à la méthode J'arrête de râler et qui vont animer des ateliers dans les entreprises. Avec justement, ça me reconnecte avec mon côté RH qui me dit, moi j'ai vraiment envie d'aider les entreprises à évoluer. J'ai envie que l'entreprise soit un terrain de jeu d'épanouissement. Et pour ça, j'ai besoin que les composants de l'entreprise, donc les collaborateurs, changent leur posture pour qu'elles transforment le champ de bataille en terrain de jeu. C'est clair. Hein. Il y a encore beaucoup de chemin quand même. Hein. Le chemin est encore assez long. Même si on avance dans cette direction, là je parle de la France. Hein. Je sais qu'aux États-Unis c'est un peu différent. Au Canada aussi, en Angleterre, en Suisse. En France, moi je me rappelle l'époque 2003 où je crée mon entreprise. Je peux dire, je me sentais très seul dans ma vision de chef d'entreprise éthique avec des valeurs. Et là, je sens bien quand même que depuis 5-6 ans, il y a de plus en plus quand même de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs qui veulent justement, comme tu le dis, créer de la valeur et donner du sens quand même à ce qu'ils font. Mais on est encore loin du 50-50 quand même. Hein. Ouais, c'est un bel enjeu. Ouais. C'est un bel enjeu pour les gens comme toi et les gens comme moi. Ça veut dire qu'on a du boulot encore à faire. On a des messages à transmettre. Exactement. Ouais. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Tu as commencé un petit peu à nous dire ce qu'on pouvait apprendre dans ton livre « J'arrête de râler au boulot ». Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais nous dire qui pourraient aider les gens ? Parce que moi, je te rejoins sur une chose. Mon constat, et j'ai l'impression vraiment depuis que je suis gamin, que peut-être, allez, pour être très gentil, 70% de la population fait un travail purement alimentaire. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas travailler, ils ne se lèvent pas le matin avec la banane, très heureux d'aller apporter toutes leurs compétences et de peut-être de servir le monde, tu vois, par exemple. Et donc, je me dis, c'est fou quand même. Tu vois, on choisit un boulot dans lequel on va rester au moins 8 heures par jour, c'est-à-dire plus longtemps qu'avec notre famille ou avec nos amis ou avec notre femme ou notre chérie. Donc, c'est quand même une grosse partie de notre vie. Et on ne fait pas quelque chose dans lequel on s'éclate. Donc, est-ce que tu as des conseils à ce niveau-là ? Alors, c'est intéressant parce que j'ai des gens qui viennent, donc j'ai un séminaire qui s'appelle le Forum Wake Up, sur lequel on aborde les 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Et il y a des gens qui viennent à ce séminaire en se disant, je vais y aller parce que ça va me donner l'impulsion pour quitter mon job, pour changer de job. D'accord ? Donc, ils se disent, je viens parce que ça va me donner l'impulsion pour changer de job parce que je ne suis pas heureux, parce que ça ne me plaît pas, et donc j'en ai marre, je ne veux pas passer ma vie à avoir un job qui ne me plaît pas. Et il y a plusieurs, il y en a, c'est ce qui se passe, ils viennent au séminaire et ils ont cette impulsion et changent de job. Et ce qui est super, c'est qu'il y en a d'autres qui, à la fin du week-end, prennent le micro et disent, en fait, moi, j'ai réalisé qu'en fait, mon job, il est bien. C'est juste que je ne le voyais pas comme bien. C'est juste que ce que j'ai besoin, c'est de changer ma posture. J'ai besoin de changer la manière dont je vois mon job. Et sociétalement, on a un peu cet accord collectif que aller au boulot, c'est chiant, que notre patron est un con, voilà. Et on a un peu cette espèce de, j'appelle ça, on est solidaire dans notre misère. Et donc, on est un peu coincé dans cette espèce de conversation ambiante de le travail. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand je fais des ateliers, j'arrête de râler au boulot en entreprise. Un jour, j'ai animé un atelier et il y a un collaborateur qui lève la main et qui me dit, mais Christine, on n'a pas le droit d'être heureux au boulot.
C'est pas permis, en fait. Il y a une espèce d'accord social. Et notamment, là, c'était un cas d'une entreprise où il y avait eu un licenciement 6 mois plus tôt. Et donc, quelque part, si nous qui n'avons pas été licenciés, on devenait heureux, ça voudrait dire qu'on s'en fout de ceux qui se sont fait virer. Il y avait cette espèce de solidarité avec ceux qui se sont fait virer. Et donc, il fallait bien qu'on reste bien tous misérables dans ce job. C'était un pacte de misère. Inconscient, exactement. Ça, je trouve ça fascinant. Donc, voilà, moi, il y a des gens qui quittent mon séminaire et qui disent, en fait, je réalise que mon job, oui, il a des contraintes, mais être entrepreneur aussi, il y a plein de contraintes, il y a plein de choses. La première, c'est qu'on n'a pas de salaire à la fin du mois si on ne se bouge pas les fesses. Enfin, au boulot aussi, il faut se bouger les fesses. Mais mais il y a des gens qui disent, voilà, moi, ce que je dois surtout changer, c'est ma posture. Je dois arrêter de voir mon boulot comme un terrain de contraintes. Il y a des contraintes, mais au milieu, en fait, je peux voir que les contraintes et mettre toute mon attention sur la boîte qui me limite et voir et râler et être victime de tous les trucs qui me limitent sur la boîte. Ou alors, je peux voir tout l'espace qui est dans cette boîte et me dire, ça, c'est mon terrain de jeu. Quelle chance j'ai qu'on m'ait confié ce poste. Quelle chance j'ai qui a des contraintes, d'accord ? Mais en même temps, c'est mon terrain. J'ai un territoire. Et donc, sur ce territoire, qui ai-je envie d'être ? Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que je veux faire ? Qui je veux être ? Et là, on repart sur oser être brillant. Reconnecter avec ses forces, avec ses talents. Il n'y a pas comme mon CV. Souvent, quand on est dans un job, on a tellement été recruté sur notre CV qu'on pense qu'on doit être que notre CV. Mais on est bien plus que notre CV. Bien sûr. Mais souvent, les gens ne savent plus ça. Ils ont perdu cette connexion-là. Je viens de commencer une formation qui s'appelle « Je reconnecte avec ma brillance ». Et c'est vraiment ça qu'on fait, c'est que les gens, la vie a coupé les liens avec leur être intérieur, avec leur compas intérieur, avec leur force. Les liens ont été coupés. Et on ne cherche pas à faire le procès de nos parents, de nos éducateurs et tout ça, c'est pas ça du tout l'objet. L'objet, c'est de se dire, maintenant, je vais prendre le temps de reconstruire les liens. Et il y a des gens, quand on leur dit, c'est quoi ta brillance, ils disent, mais je n'en ai aucune idée. Je ne connais que mon diplôme. Je ne connais que mon CV. Et ce qui est bien aussi et rassurant de dire quand même, c'est que tu peux reprendre le contrôle sur ta vie à n'importe quel moment de ta vie, quoi. Oui. Oui, tout à fait. Moi, j'ai accompagné des personnes qui partaient en retraite, qui disaient, j'ai pas envie que la retraite, ce soit une mise au placard, que ce soit au contraire, j'ai envie que ce soit un nouveau départ. C'est pas un retrait. Au contraire, c'est un nouveau terrain de jeu qui s'ouvre à moi avec justement plus de liberté si j'étais salariée avant et j'ai envie d'utiliser ce terrain de jeu comme un espace de création pour ma vie. J'ai accompagné des jeunes qui avaient 17 ans et des personnes qui avaient 60 ans sur cette thématique. Christine, le temps passe vite, hein. Je vois que ça fait déjà quasiment 52 minutes. Comment on peut te joindre pour les gens qui seraient intéressés pour les livres, je pense que ce n'est pas compliqué. On va dans un moteur de recherche et on doit les trouver peut-être un petit peu partout sur le web, puis en librairie aussi, physique, j'imagine. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Les personnes peuvent aller sur mon site christinelevicky.com et d'ailleurs, j'en profite, je viens d'y penser, si les personnes sont intéressées par mon approche, je propose un petit programme gratuit en vidéo. Ça s'appelle le défi Wake Up. Et donc, tous les jours, quand vous vous inscrivez, donc il est sur mon site, il est sur christinelevicky.com, vous devriez le voir, le défi. Normalement, tout se passe bien, sinon vous cherchez christinelevicky.com/défi Wake Up. Et sinon, je reviendrai sur le chat et je mettrai le lien. Et c'est tous les jours, vous recevez une vidéo pendant 5 jours. Et avec quelques questions à vous poser pour aborder les 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Donc ça, c'est mon cadeau, voilà, si les gens ont envie de faire ça. Merci. On te trouve sur Instagram et sur Facebook aussi, hein, si j'ai bien compris. Voilà, alors je suis sur Facebook. Faites attention de bien connecter avec ma page pro parce que je n'accepterai pas les demandes d'amis sur ma page perso. Donc ma page pro, c'est Christine Levicky, coach, auteur, conférencière. Okay. Je me demande si l'adresse URL, c'est pas Christine Levicky, j'arrête de râler. C'est possible que ce soit Christine Levicky, j'arrête de râler. Okay. Mais après, quand vous allez dessus, il y aura écrit Christine Levicky, coach, auteur, conférencière. Et sur Instagram, il y a 2 comptes. Il y a un compte, c'est Christine Levicky, et l'autre, c'est Christine Levicky _English. Donc, je vous recommande de prendre la française. A priori, c'est plutôt là qu'il y aura des choses qui vous intéressent. Et tu viens de temps en temps en France ?
Ben oui, oui, Ouais. oui, je rentre en France, je fais des programmes à Montpellier d'ailleurs. Oh, sérieux? Je vais au hameau de l'Étoile Ah, à Montpellier depuis 5 ou 6 ans. J'organise mes retraites là-bas tous les ans. d'accord. Donc là, cet été, je ne sais pas encore si ça va avoir lieu parce que je suis en train de discuter pour voir si ça va être ouvert. Oui. Mais si ça, donc il y a une retraite Rise Up, conversation plus profonde pour s'élever plus haut, qui est réservée aux gens qui ont déjà fait Wake Up. Donc le prochain séminaire Wake Up, c'est en décembre à Paris. Sur mon site, vous trouverez les inscriptions, vous pouvez réserver votre place. Ça, c'est un week-end à Paris, fin décembre, enfin mi-décembre. Il y aura la retraite. Et puis là, je démarre une toute nouvelle retraite cet été, au mois de juillet, pour les couples. Et ça s'appelle Renaissance. C'est retrouver un projet de vie au-delà du projet parental. Donc, au-delà d'avoir des enfants, quel est mon projet de vie? Et c'est un programme à vivre en couple. Ça s'appelle Renaissance. Top. Un dernier mot peut-être pour les gens qui nous écoutent ou nous regardent. Si ça résonne en vous, si vous avez entendu quelque chose dans ce live qui résonne en vous, ayez l'audace d'honorer cette résonance et posez-vous la question, quelle est l'action que je vais poser parce que le meilleur moyen d'honorer une résonance, c'est d'agir. Parce que c'est là où ça devient concret. C'est plus ça résonne en moi et ça rentre dans la matière, ça devient dans quelque chose de concret. D'accord? Donc, si ça résonne en vous, honorez votre résonance et posez une action concrète à la hauteur de cette résonance. Super. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup. C'était chouette d'échanger avec toi. Je te souhaite une belle journée aujourd'hui. Oui, j'enchaîne avec un webinaire là, dans un instant. Pour les entrepreneurs, justement, ça s'appelle « Réveiller l'entrepreneur qui est en vous ». Ah, d'accord. J'enchaîne dans une demi-heure, voilà. Bonne conférence et puis à bientôt. Je pense que du coup, on se croisera quelque part forcément. Oui, tout à fait. À bientôt. Bye bye. Merci. Au revoir. Et voilà, c'était Christine Lewicki. C'était encore une fois de plus très intéressant. Christine, donc du coup, qui a écrit 4 livres qui tournent autour de la thématique J'arrête de râler. Je vous les ai présentés au tout début du live, donc vous pourrez les retrouver en faisant un replay. Sinon, je pense que je les mettrai à la fin de la vidéo. Quoi de neuf? Sinon, ce soir, je vous rappelle que jusqu'à dimanche, d'ailleurs, tous les soirs à 21h, on continue la semaine du bonheur. Donc, il y a toujours une vidéo, une des interviews que j'ai réalisées pour le film C'est quoi le bonheur pour vous, dans sa globalité, dans son entièreté. Ce soir, il me semble que c'est Étienne Chouard, si je ne dis pas de bêtises. Dimanche à 18h, je serai en live avec Nathalie Leslin, qui a créé plutôt la méthodologie Cocolingua pour mieux apprendre les langues. Et puis, c'est tout. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.